Bonjour, heureux de vous retrouver pour cette séance numéro 5. Alors, pendant cette séance, je vais donc terminer les processus d'altération chimique que nous avons donc entamés à la dernière séance. Et puis, nous allons parler également des processus biologiques d'altération, ainsi que la relation qui existe entre le climat et l'altération. Alors, lors de la dernière séance, je vous ai montré cette planche-là, dans laquelle on peut voir donc, une lame-mince, c'est une lame-mince où on voit nos cristaux de feldspath qui vont donc, en s'altérant, attaquer par de l'eau en présence d'une température relativement élevée. Alors, lorsque il y a une quantité, je dirais, suffisante en eau et en température, on va avoir ce type de minéraux. Et donc, ça n'a rien à voir, au moins au niveau de la cristallisation, au niveau de la forme cristalline, pardon, au niveau de la morphologie de ces débris qui se sont développés au dépens justement de cette roche. Et on est en train d'assister au fait à la transformation d'une roche magmatique en éléments qui seront à l'origine de la création d'une roche sédimentaire. Alors, ces éléments, c'est évidemment des argiles. Et je vous ai dit que l'origine des argiles est différente. Il y a des argiles, bien sûr, qui sont héritées d'anciennes roches. Ce n'est pas ça ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse dans cette séance, c'est la naissance des argiles à partir des silicates et surtout des feldspaths. Alors, cette naissance se fait par hydrolyse. Alors, une hydrolyse faible nous donne une argile TOT. Je vous rappelle que là, c'est des silicates en feuillet formés par une couche tétraédrique, une couche octaédrique et une couche tétraédrique. Et ces différents éléments se répètent, bien sûr, pour donner naissance à des smectites. Lorsque l'hydrolyse est forte, on assiste à une deuxième famille d'argiles, c'est des argiles dites théo, ce qu'on appelle la famille de la kaolinite, et dans lesquelles il y a une seule couche tétraédrique et une couche octaédrique. Alors, pour comprendre cela, je vous renvoie à la séance numéro 4. Lorsque l'hydrolyse de ce feldspath est totale, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui subsiste de la trace de ce feldspath, et bien, ce qu'on va obtenir, c'est un minéral qu'on appelle de la gypsite et qui appartient à la famille des hydroxydes d'alumine. Donc, c'est une famille de minéraux qui est complètement différente, justement, de la famille des silicates. Donc, à partir d'un silicate d'origine, je dirais, magmatique, on peut avoir des argiles qui sont des silicates secondaires, puisqu'ils proviennent de l'altération des silicates primaires que sont les feldspaths, entre autres, parce que les argiles peuvent également provenir de l'hydrolyse d'autres minéraux. Et puis, à la fin, nous avons une des familles des roches sédimentaires, je dirais de milieu continental, c'est la gypsite, essentiellement un hydroxyde d'aluminium qui provient donc de l'altération des feldspaths et de certains autres minéraux silicates. J'ai parlé aussi de l'oxydoréduction. Alors, l'oxydation, c'est quoi? C'est l'association du fer inclus dans la masse d'une roche avec de l'oxygène, notamment de l'oxygène qui est libre. Alors, on assiste dans ce cas-là à une oxydation, cette association fer-oxygène, confère à la roche une coloration rouge, c'est ce qu'on appelle la rubéfaction de la roche, c'est ce passage vers la couleur rouge par oxydation du fer. Et on voit tout de suite que c'est un phénomène, je dirais, tardif, puisque on assiste à une migration de cette couleur depuis la périphérie vers l'intérieur de l'échantillon. Alors, un échantillon rubéfié, c'est un échantillon donc coloré par altération colorée en rouge. Alors, deuxième cas d'oxydation, c'est le cas des olivines. Les olivines sont des minéraux de haute température. Lorsqu'ils sont à la surface du globe, c'est bien sûr des minéraux qui ne sont pas dans leur domaine de stabilité. Ce qui fait donc que c'est des minéraux qui peuvent s'altérer aisément. Là, l'olivine peut s'altérer au contact de l'oxygène, et là, elle va fournir là aussi un oxyde de fer et de la silice. Alors, l'oxydoréduction sur un terrain, sur des roches sédimentaires, peut se reconnaître aisément. Les terrains dans lesquels vous avez beaucoup d'oxydation, ce sont les terrains avec de la couleur rouge foncé, voire du marron, et les terrains, je dirais, réduits, dans lesquels il y a un passage du fer ferrique vers le fer ferreux soluble, ils perdent donc la couleur rouge initiale et ils acquièrent une couleur beaucoup plus claire, généralement verdâtre. Ça, c'est un affleurement très proche. Là, c'est une série pratiquement très grande.
dans laquelle on voit cette alternance de niveau rougeâtre et de niveau clair. On voit donc les niveaux oxydés et les niveaux réduits. Bien sûr, il y a autre chose dans cette série-là qui donne à ces terrains leur couleur claire, mais il y a une grande part d'oxydoréduction, au moins dans ces niveaux inférieurs. Alors, le petit groupe d'animaux sont là juste pour donner l'échelle. Alors, donc, la réduction, comme je l'ai dit, nécessite la présence de l'eau. Généralement, c'est des lacs, et dans lesquels il y a donc ce passage du fer, du fer ferrique vers le fer ferreux, et la perte donc, de la coloration rouge. J'ai parlé aussi de l'hydratation. Alors, comme son nom l'indique, l'hydratation, c'est l'absorption de l'eau, et le minéral le mieux connu par cette réaction-là, c'est le gypse. Initialement, c'est de l'anhydrite hydraté. Elle va s'enrichir en eau, et dans ce cas-là, elle va fournir un autre minéral, c'est le gypse hydraté. Vous avez la dissolution. Le meilleur exemple qu'on peut trouver pour ce cas-là, c'est évidemment les roches salines. Vous mettez un morceau de sel dans de l'eau, ben, si la concentration n'est pas très forte, c'est un minéral qui va être dissous tout de suite. Et le dernier élément, c'est là en fait qu'on s'est arrêté la dernière fois, cet élément de l'altération chimique, c'est la décarbonatation. Alors, la décarbonatation, c'est quoi? C'est la solubilisation des calcaires et dolomites, les deux, c'est des carbonates, sous l'action du CO2 dissous dans l'eau. Alors, généralement, cette réaction est une réaction qui est réversible, elle dépend justement des conditions du milieu. Et ce qu'on obtient dans ce cas-là, un paysage spécifique, c'est le paysage dit karstique. On verra dans un moment à quoi ça correspond. Alors, cette décarbonatation, on peut la reconnaître grâce à cette réaction-là. Alors, le meilleur exemple, c'est ce qui est donné par cette figure. Alors, on voit une grotte. Alors, une grotte qui présente un conduit en contact avec l'air libre. Donc, la pression qui règne là-dedans, elle est pratiquement identique à la pression qui règne en surface, c'est la pression atmosphérique. Et puis là, on a un calcaire. Ne l'oubliez surtout pas, la décarbonatation concerne uniquement les terrains carbonatés, que ce soit des calcaires ou les dolomites. Alors, nous avons des fluides qui circulent justement dans ces calcaires fracturés et qui sont bien sûr à une pression complètement différente. Alors, la circulation justement de ces liquides peut se faire, si vous voulez, avec beaucoup d'éléments en solution. Lorsqu'on va arriver au niveau de la grotte, il y a une chute de pression brutale, donc les conditions vont changer et on va assister à la cristallisation de ce qu'on appelle de la stalactite et des stalagmites. C'est de la calcite, soit elle est sur le plafond, de la grotte, ou bien sur le plancher de la grotte. Et bien sûr, il y a beaucoup d'eau qui circule là-dedans. Sinon, si les conditions changent, ben, on peut encore dissoudre cette calcite et obtenir justement des éléments en solution dans l'eau. Alors, la décarbonatation peut correspondre également à la dissolution justement des carbonates par les précipitations acides. Vous avez ce paysage-là. La dame, elle est là simplement pour donner une échelle. Elle occupe pratiquement une dépression due à la dissolution des calcaires. Et c'est une dissolution qui est juste, elle est causée par les pluies, par des pluies relativement acides. Et la surface qu'on voit, c'est une surface d'érosion. C'est ce qu'on appelle les lapiers. Ça s'écrit lapiès, bien sûr. Et c'est l'une des caractéristiques justement de la décarbonatation. Alors, les grottes, plus ça, plus sur cette planche-là, on voit de très grandes dépressions. C'est des dépressions plus ou moins circulaires dans lesquelles s'infiltre de l'eau. Et ça aussi, c'est un paysage qui caractérise justement les terrains calcaires. Et cette dissolution, c'est également une décarbonatation. Alors, cette figure-là, plus ce que nous avons vu sur la planche précédente, c'est ce qu'on appelle un paysage karstique caractérisé par des poches de dissolution, je dirais, faites plus ou moins au hasard de la structure de la roche attaquée par des eaux acides. Là, c'est un affleurement de chez nous, c'est un calcaire dans lequel c'est une dolomite, c'est un carbonate, dans lequel on ne voit pas de plan de stratification parce que les ruissellements ont entraîné des cristallisations, justement, de carbonate à la surface
Et ça aussi, c'est un phénomène de dissolution, c'est un phénomène de décarbonatation qui caractérise et les dolomies et les calcaires. Alors, en conclusion de l'altération chimique, alors, j'ai entouré les bordures du tableau. Alors, première observation, l'hydrolyse. Elle attaque quoi? Elle attaque essentiellement les minérosilicates. Alors, parmi les minérosilicates les plus fréquents, c'est évidemment les feldspaths, mais il n'y a pas que les feldspaths. Les cas d'olivine sont également possibles dans le, enfin, qui peuvent être dégradés par de l'hydrolyse. Alors, la décarbonatation, c'est une altération chimique caractéristique de quoi? Des terrains carbonatés. L'hydratation, déshydratation, vous avez le choix. Vous avez les évaporites et vous avez aussi les oxydes de fer. Dans l'exemple que j'ai traité, c'est essentiellement le cas du gypse et le cas de l'anhydrite. Alors, les oxydations. Les oxydations, vous avez le cas du pyroxène. Et puis, j'ai traité tout à l'heure le cas de l'olivine. Vous avez aussi les sulfures de fer qui peuvent justement subir cette altération chimique. Alors, toutes les altérations chimiques se font en présence d'eau, que ce soit de l'hydrolyse, hydratation, déshydratation, l'oxydation, et là, ce n'est pas la molécule d'eau qui nous intéresse en elle-même, mais c'est sa partie oxygène. Et puis, nous avons la décarbonatation qui a également besoin d'eau pour, pour se réaliser. Voilà donc ce qu'on peut dire sur les altérations chimiques que nous avons vues jusqu'à maintenant. Alors, point suivant, c'est le troisième type de processus d'altération, c'est les processus biologiques. Alors, nous en avons deux. Le premier cas, c'est l'action biophysique. Bio pour bien sûr la partie biologique et physique, donc là, c'est de la dégradation de la roche. C'est une roche qui va être désagrégée, c'est-à-dire la rendre là encore plus ou moins cassée, plus ou moins broyée en petits morceaux, en petites particules. Alors, première photo, on voit donc un tronc qui sort entre ces deux blocs de roche, donc il est en train de les fissurer pour se frayer un chemin et pour bien sûr pousser vers le haut. Là, le monsieur, il est là juste pour donner l'échelle. Alors, vous voyez les effets de dégradation physique générés par cet arbre-là sur les roches au niveau de ses racines. Vous voyez donc, la roche est complètement broyée, elle est réduite à des blocs l'un au-dessus de l'autre. Troisième schéma, nous avons un cas magnifique où on a un arbre qui est en train de broyer un gros bloc. Même si on aurait utilisé les gros moyens, on n'aurait pas réussi à le fracturer de cette façon-là. Cet arbre le fait aisément, justement, grâce à la poussée, justement, en profondeur. Alors, tous ces végétaux, c'est des végétaux bien sûr très hauts, c'est ce qu'on appelle des végétaux supérieurs. Alors, les végétaux supérieurs ont tous des racines qui vont vers les grandes profondeurs. Et c'est en allant justement vers les grandes profondeurs qu'ils sont capables de broyer de la roche et de la casser en plusieurs morceaux. Et c'est ça ce qu'on appelle l'altération biophysique. L'altération biochimique. L'altération biochimique correspond à des surfaces qu'on voit souvent sur des roches, là où il y a un peu d'humidité. Généralement, si vous allez du côté de la plage, vous pouvez voir ça sur certains blocs sur les plages de Casablanca. Alors là, c'est des lichens. Alors ces lichens, bien sûr, se développent sur la surface de la roche. Alors, en se développant sur cette surface, il libère quelques acides faibles, et ce sont ces acides-là qui vont bien sûr détériorer, ils vont permettre donc l'altération, mais l'altération chimique de la roche qui constitue leur substrat. Voilà donc le troisième et dernier type de processus d'altération. Nous avons vu les altérations physiques, les altérations chimiques et les altérations biologiques. Alors, on arrive maintenant à un résultat justement de cette altération physique, de l'altération chimique. Et à chaque fois, j'ai dit qu'on a besoin d'eau pour que l'altération chimique puisse avoir lieu. Et surtout, il faut qu'il y ait une température plus ou moins importante pour faciliter les réactions d'altération. Alors, pour comprendre cela, on va prendre une coupe qui va du pôle Nord jusqu'à l'équateur. C'est justement, on va d'abord représenter les variations des précipitations et les variations de température. Alors, sur cet axe-là, vous avez la température moyenne. Sur celui-ci, vous avez la pluviométrie annuelle moyenne en millimètres. Et on voit
qu'en partant du pôle Nord, vous avez les températures correspondent au trait noir, donc les températures augmentent progressivement jusqu'à un palier qui est de l'ordre de 30-35 degrés, et là, la température reste plus ou moins constante. Par contre, pour les précipitations, pendant un certain moment, ils suivent la même évolution, c'est-à-dire que les précipitations augmentent. Arrivé à un premier palier, ils ont tendance à chuter, pratiquement à devenir presque nuls. C'est dans les déserts où il pleut très peu. Donc, c'est pour ça que là, la quantité d'eau reçue par cette surface-là est presque négligeable. Après, une fois qu'on aura quitté les zones désertiques, les précipitations augmentent et ils grimpent rapidement pour dépasser largement les 2000 mm par an dans les zones proches de l'équateur. Alors, voilà, ça c'est une donnée, voilà les changements de la pluviométrie, de la température, en allant de l'équateur vers le pôle nord ou du pôle nord vers l'équateur, c'est du pareil au même. Alors maintenant, on voudrait voir les sols, c'est-à-dire les profils d'altération. Ça veut dire quoi? Ces profils-là, ça veut dire que le produit de l'altération n'a pas été déplacé de sa place. Il n'a pas été transporté, il n'a pas été érodé. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va partir pour que la comparaison soit relativement correcte. On va partir d'un substratum cristallin. Qu'est-ce qu'on appelle substratum cristallin? Une roche magmatique plutonique bien cristallisée. Généralement, c'est un granit. Alors, qu'est-ce qu'on va voir au-dessus? Eh bien, on va avoir des zones remplies par un matériau. D'après la légende, c'est ce qu'on appelle des philites de 1. Alors, je ne vous ai pas dit ce que c'était sous ce nom-là, si, mais j'ai utilisé un autre nom. J'ai dit c'est des élites, c'est des smectites, c'est des argiles TOT, c'est-à-dire 2 tétraèdres et un octaèdre. C'est ça ce qu'on appelle les philites de 1. C'est ce qui existe là-dedans. Se déplace au niveau du désert, il n'y a pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ce fucuré-là, qui correspond à quoi? Une roche en voie de décomposition ou en voie de désagrégation. Alors, le terme désagrégation est le plus approprié dans cette partie-là. Décomposition, c'est ailleurs. Alors, cette roche qui est en train de se désagréger est une roche qui apparaît en surface. Je continue et je entre dans le domaine où il y a de plus en plus beaucoup d'eau et où la température est relativement élevée. Qu'est-ce que j'ai? Eh bien, au contact justement de cette roche en train de se décomposer, eh bien, nous avons une argile, c'est ce qu'on appelle de la kaolinite. C'est une argile TO, on peut l'appeler philite, non pas de 1, mais philite 1 sur 1. Au-dessus, nous avons une zone, c'est la zone de la gypsite, plus de la kaolinite, mais c'est la gypsite qui domine essentiellement. C'est un hydroxyde d'aluminium. Ça veut dire que là, il y a suffisamment d'eau, suffisamment de température pour que l'hydrolyse soit totale. Ça veut dire donc que le minéral que nous avons altéré au départ a complètement disparu et c'est pour ça que nous avons de la gypsite qui s'installe justement dans ce profil. À l'inverse de ce que nous avons vu dans ce secteur-là, il y avait simplement des philites ou des argiles TOT. Alors, on va regarder maintenant la relation qui existe entre ce résultat-là et le climat. Alors, vous connaissez les zones climatiques définies à la surface du globe. Vous avez ce qu'on appelle les zones tropicales. C'est les zones où il y a beaucoup d'eau et il fait très chaud. Zone humide et beaucoup de chaleur. Vous avez ensuite la zone désertique, beaucoup de chaleur et de l'eau quasiment rare ou absente. Puis la zone tempérée, comme son nom l'indique, elle est tempérée du point de vue température et du point de vue quantité de précipitation. Après, on arrive sur la zone ou la ceinture polaire, c'est les zones froides voisines du pôle. Alors là, c'est des zones, je dirais, où la température est très basse, donc rarement elle dépasse les 10 degrés, donc c'est des températures trop faibles. Quantité d'eau, n'en parlons plus, enfin moins de 500 mm par an, et c'est une zone où il y a beaucoup de roches en cours de désagrégation, plus
des phyllites de 1. C'est-à-dire que là, les phyllites de 1, ça veut dire que l'altération est très faible dans ce secteur. Donc là, hydrolyse totale. Là, il n'y a pas d'hydrolyse. Ici, nous avons une hydrolyse moyenne à faible. Là, une hydrolyse très faible. Et là, pas d'hydrolyse du tout. Alors, lorsqu'il n'y a pas d'hydrolyse, il y a quand même des éléments qui permettent justement à la roche de se casser, c'est-à-dire une altération physique. Donc là, on est dans les ceintures polaires. Nous avons donc une température qui est souvent en dessous de 0. Donc là, c'est surtout le gel et le dégel qui sera à l'origine de la cassure de la roche. Par contre, dans les zones désertiques, on aura donc l'action de la thermoclastie, c'est-à-dire la différence de température entre le jour et la nuit qui seront à l'origine justement de la désagrégation mécanique de la roche dans ce secteur. Voilà donc la relation qui existe entre le climat et l'altération à la surface du globe. Alors, on a vu les variations du climat. Alors maintenant, on voudrait voir en quoi va s'altérer un substratum cristallin. Alors, je vous ai dit que l'exemple le plus simple de ce substratum cristallin, c'est un granit. Alors, la composition minéralogique d'un granit est très simple. Il faut d'abord qu'il y ait des quartz, ensuite des plagioclases sodiques, puis des feldspaths potassiques, et enfin des biotites, du mica noir, du mica blanc, de la moscovite et ou des amphiboles. Donc là, c'est des minéraux qui peuvent exister comme ils peuvent être absents. Alors là, d'après la composition chimique, on va voir le type d'altération va changer. Alors, ce qu'il faut savoir, et ça, normalement, c'est des données. Vous avez de la biotite, c'est du mica noir. Elle a cette couleur noire parce qu'elle contient du fer dans sa composition chimique. Même chose pour les amphiboles. Et les deux, c'est des silicates. Les autres, c'est tous des silicates aussi, mais ils n'ont pas le même degré d'altération. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas être altérés de la même façon. N'oubliez pas ce que je vous ai dit sur le gradient de la résistance à l'altération qui suit exactement le gradient de la cristallisation fractionnée de la série de Bowen pour les roches magmatiques et les silicates primaires. Alors, la biotite et les amphiboles, puisqu'ils contiennent du fer, ils peuvent subir éventuellement une oxydation. Mais ça ne va pas être l'unique altération chimique. Comme c'est des silicates, ils vont subir également une hydrolyse. Alors, l'hydrolyse va nous permettre donc d'avoir des argiles, c'est son résultat majeur, c'est ce que je vous dis au début de séance, et puis l'oxydation va nous donner des oxydes. C'est des oxydes de fer et qui vont donc plus ou moins rester sur place. Parce que d'après le tableau de Goldschmidt, ils font partie, les éléments, c'est des éléments qui font partie justement des précipitats qui ont un potentiel ionique compris entre 3 et 10. Les feldspaths. Alors, les feldspaths, c'est les minéraux qui vont fournir les argiles par excellence. Ils s'altèrent par hydrolyse. Alors, en fonction justement de l'intensité de cette hydrolyse, s'il est très forte, on aura de la kaolinite. S'il est moyenne à faible, on va avoir des ylites. Et surtout, alors, on va avoir la libération du sodium et du potassium, ainsi que de la silice, qui vont voyager, qui vont aller très loin, qui peuvent aller vers le milieu marin pour générer des nouvelles roches sédimentaires. Et ça, donc, ça dépend simplement des ions ou de leur capacité à être mis en solution. Le potassium et le sodium sont des éléments qui peuvent être en solution sans problème. Et enfin, il va rester le quartz et la moscovite. D'après la série de Bowen, ce sont les minéraux qui cristallisent dans les températures les plus basses, enfin basses relativement, de l'ordre de 600-700 degrés. C'est des minéraux qui vont donc résister justement à l'altération. Ils peuvent être attaqués par de la désagrégation mécanique, c'est-à-dire qu'on va avoir des quartz un peu plus petits, de la moscovite de plus petite taille, et ces éléments vont plus ou moins rester intacts, et en restant sur place, ils vont constituer une espèce d'arène granitique, c'est une espèce de sable qui va donc recouvrir le granit altéré, et ces produits-là qui résistent à l'altération,
qui vont constituer l'arène granitique. Donc, dans cette arène granitique, c'est donc les produits qui résistent encore à l'altération. Il y aura donc des quartz, il y aura des moscovites. Peut-être on y trouvera des feldspaths, mais qui sont déjà en cours, enfin très altérés, ils sont en cours de disparition. On peut même trouver éventuellement des biotites en train de s'effriter et justement d'être plus ou moins, entre guillemets, dissoutes. Ce qui fait donc que l'arène granitique, dans sa composition majeure, c'est les quartz de la moscovite, à condition bien sûr que la moscovite soit dans la composition initiale. S'il n'y a pas de moscovite dans la composition du granit, ben, il n'y aura pas de moscovite dans l'arène granitique. Alors, voilà la relation qui existe donc entre un granit qui s'altère, donc c'est le terrain que vous avez là, et les résultats que nous avons en face. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez sous climat tropical équatorial, vous avez température élevée, humidité très forte. Les réactions chimiques sont très fortes. C'est l'altération chimique qui est au maximum. Sous climat désertique, là-dedans, vous avez donc les grandes variations de température, c'est de la thermoclastie, l'altération chimique est absente ou très faible. Et puis, sous climat tempéré, là, l'épaisseur de l'altération est modérée, l'altération est surtout mécanique. Mais l'altération chimique peut atteindre le grade de moyen lorsqu'elle va générer des argiles de type illite ou ce qu'on appelle des philites de 1. Sous le climat froid, j'ai de la cryoclastie. Donc ça, c'est des répétitions de ce que j'ai dit il y a un moment. Vous avez donc l'action du gel et du dégel et l'altération chimique est faible. Donc c'est essentiellement de l'altération physique dans ce cas-là et de l'altération physique dans ce cas-ci. Là, c'est de l'altération chimique poussée à l'extrême, et là, c'est de l'altération chimique très faible à moyenne. Alors, voilà un granit sous un climat tropical. Appréciez le profil d'altération. Il fait à peu près 10 mètres. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ces 10 mètres? Ce que nous avons déjà décrit sur sur la courbe qui va du pôle Nord jusqu'à l'équateur. Là, on est à l'équateur. Alors, il y a beaucoup de pluie, beaucoup d'eau et beaucoup de soleil. Qu'est-ce qu'on a? On a une roche-mère, presque saine, plus ou moins fracturée, mais encore en bon état. Puis, la zone de l'arène granitique, c'est la zone d'arénisation. Au-dessus, nous avons les argiles. Et puis là, c'est la cuirasse latéritique, là où vous avez, bien sûr, du fer et de l'aluminium. Au-dessus, nous avons la zone humifère dans laquelle interviennent justement les végétaux en fournissant de la matière organique pour créer cette zone. Dans le climat tempéré, voilà la différence. Un peu de pluie, le soleil n'est pas représenté sur ce schéma. Et qu'est-ce que nous avons? La roche intacte, la zone arénisée, plus ou moins, c'est des blocs de roche-mère plus ou moins altérés, et qui arrivent presque à la surface, après des végétaux. Donc, qu'est-ce qui manque là-dedans? Il manque la zone à fer et aluminium, ce qu'on a appelé la cuirasse latéritique, et il manque aussi le profil des argiles d'hydrolyse très forte. Donc là, l'altération chimique est quasiment absente. J'ai des blocs de roche-mère, donc c'est la roche-mère désagrégée, un petit niveau éventuellement d'argile ou de la zone humifère, mais ça va être des zones très réduites. Voilà la comparaison des deux schémas. Vous voyez donc la différence qu'il y a, c'est cet horizon d'argile qui n'existe pas là-dedans. Et puis, vous avez aussi la cuirasse latéritique, c'est-à-dire la zone à fer et aluminium, qui n'existe pas là-dedans. C'est normal. Là, l'altération est très élaborée, très forte, très poussée. Là, l'altération est quasiment absente. Alors, ça, c'est un exemple de chimie. Nous avons donc là, c'est le granit de Zaïd. Alors, il est altéré en boule. Alors, un de vos camarades trop fatigué est en train de se reposer sur l'un d'eux. Et puis là, vous avez également une autre roche de granit, en fait, deux blocs entre lesquels pousse cette petit arbuste. Et puis, en face, nous avons également des blocs de granit, les voilà. Et autour, nous avons de la végétation. C'est exactement le schéma que nous avons là, de la végétation, les blocs de granit qu'on voit dans la pente et une absence
des niveaux d'altération. Ce qui veut donc que le Maroc appartient justement à ce type de climat. Donc les altérations chimiques ne sont pas très importantes. Alors, souvent, lorsqu'on regarde un granit, surtout les granites vieux, les granites très anciens, on a l'impression que c'est des blocs l'un au-dessus de l'autre. Alors, comment arrive-t-on à un tel schéma? Alors, il y a un désordre total, c'est ça ce qu'on appelle un chaos. Comment on assiste à la formation de ce chaos? Alors, un granit est une roche, bien sûr, qui existe d'abord à très grande profondeur. Par érosion, beaucoup d'événements permettent à ce granit éventuellement d'atteindre la surface du globe. Alors, arrivé à la surface du globe, il commence donc, si vous voulez, la pression commence à se relâcher. Ce granit commence à se fissurer. Et ces fissures sont empruntées par les eaux de circulation qui entraînent donc l'altération tout autour de ces blocs fracturés. Ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec des blocs plus ou moins, je dirais, arrondis, plus ou moins avec les angles qui commencent à devenir émoussés. Et lorsque les produits d'altération seront enlevés par l'érosion, seront donc embarqués de là et embarqués vers le milieu de sédimentation, qu'est-ce qui va rester? Mais il y aura ce bloc-là qui va être directement sur celui-ci. C'est exactement ce qu'on voit sur cette figure-là. Et ça, ce qu'on appelle la formation du chaos granitique. Alors, voilà un granit aussi de chez nous. Donc, son avenir, c'est quoi? À condition, bien sûr, qu'il y ait suffisamment d'eau pour qu'il soit bien altéré. Là, ça va être des blocs. Là, ils sont en train de se désolidariser de ce qui est vers le haut et ils vont se retrouver en pente l'un au-dessus de l'autre. C'est dû au lessivage des produits d'altération qui sont bien exprimés dans les fractures. Alors, sur cette planche, on vous explique quels sont les deux cas de figure. Alors, dans le premier, celui-ci, j'ai donc un terrain cristallin, on peut considérer que c'est un granit, diaclasé, fissuré par décompression parce qu'il remonte vers la surface, et il y a des agents d'altération qui sont très puissants qui permettent donc l'attaque des différents blocs qui sont là jointifs, et vers le haut, ces blocs deviennent plus ou moins arrondis parce qu'attaqués sur les bords par l'altération, et puis lorsqu'on remonte en surface, il n'y a plus de trace de la roche mère, c'est des produits d'altération. Alors là, les produits d'altération ne sont pas lessivés, ils ne sont pas enlevés, et bien sûr, le résultat que nous avons, c'est la création d'un sol. Alors, lorsque il y a érosion et transport, ce schéma-là ne peut pas exister, parce que les produits d'altération vont aller plus loin, et généralement, ils vont finir justement dans un milieu sédimentaire. Et ça, on n'y est pas encore. Alors, notre granit, il va subir justement cette structuration en chaos. On va se retrouver avec des blocs jointifs l'un au-dessus de l'autre. Alors, ce schéma-là montre justement le degré d'altération d'une roche. Pas besoin de faire des études trop poussées pour comprendre que là, rien qu'à la couleur, l'aspect, on voit tout de suite une roche qui est très fraîche, des minéraux qui sont tous bien distincts, donc c'est une roche qui n'est pas altérée. La même roche, on peut la mettre dans des conditions légèrement différentes, on voit déjà que sa couleur change, l'aspect brillant des différents minéraux commence à s'atténuer, on a des minéraux plus ou moins mat qui perdent leur brillance, et à la fin, on va se retrouver avec une roche qui est presque complètement différente de la roche initiale. Là, c'est des roches qui sont plus ou moins attaquées par l'altération, et ça se voit par ce changement de couleur qui peut traduire éventuellement une oxydation justement des minéraux riches en fer silicium. À la fin, on va se retrouver avec une roche complètement différente, réduite justement à des petits morceaux. Et là, on va arriver sur la fin. Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? On va trouver justement les débris des minéraux non altérables, essentiellement les quartz et les mica blancs s'il y en avait. Et puis, éventuellement, on verra quelques feldspaths très détériorés, donc en cours d'altération finale, et éventuellement des micas noirs aussi en altération finale. Conclusion. Alors, nous avons donc 3 remarques à faire. Alors, l'altération des roches est un processus géologique majeur, c'est clair. Il demande des conditions spécifiques et il a des conséquences très importantes. On a des roches magmatiques et à la fin, on retrouve des roches sédimentaires grâce à ces différents processus d'altération, qu'ils soient physiques ou chimiques.
comment ça se passe? Eh bien, il y a des éléments qui vont rester sur place pour nous donner, je dirais, des minéraux, des précipitats, des résidus qui vont rester sur place. Il y a des éléments chimiques qui vont partir en solution vers le milieu océanique, et puis il y en a d'autres qui vont se recombiner entre eux pour nous donner une nouvelle espèce minérale. Généralement, c'est des argiles, et c'est ça ce qu'on appelle donc, si vous voulez, un tri géochimique. Et puis, l'altération forme les sols. On a vu sur le profil d'altération qui va du pôle nord jusqu'à l'équateur que lorsque l'altération est très importante, eh ben, on a des sols qui sont très importants. Lorsqu'il n'y a pas d'altération, mais il n'y a pas de sol du tout. Alors, voilà ce que j'avais à vous dire justement pour cette séance. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine séance. D'ici là, bien sûr, portez-vous bien, restez bien chez vous et rendez-vous donc à la prochaine fois. Au revoir et à bientôt.